Parce que si on a maintenu cette réunion, c'est grâce à eux, à Nicolas, à Simon qui travaille avec moi, Sébastien, Angela qui travaille avec moi, que vous avez à monter au téléphone quand vous appelez la permanence du député. Parce que ceux qui ont des enfants dans l'assistance savent que quand on est papa de petits-enfants, parfois, on peut passer la nuit à l'hôpital et pas forcément régler la question le lendemain matin pour prendre son train de Perpignan pour venir au Havre. Et c'est ce qui est arrivé à notre conférencier Maxime Hur. Et là vous vous dites, mais pourquoi vous remerciez l'équipe? Ben, c'est parce que malgré tout ça, alors on n'avait pas les moyens pour faire hologramme, pas encore, mais ça va venir un jour. Et on aura quand même Maxime Hur avec nous parce que, bah voilà, parce que la vidéoconférence, etc. Et donc on va avoir un créneau avec lui, il va faire un exposé. Et puis après, l'idée c'est d'avoir aussitôt, après moi je reste là, donc on pourra discuter après, mais avec lui, puisqu'il nous réserve un créneau d'1 heure, d'avoir aussitôt avec lui des questions-réponses sur son exposé, sur voilà. Puis après moi, je viendrai en complément. Une fois qu'il nous aura quittés, qu'il sera retourné totalement à Perpignan pour faire les choses. On doit aussi, parce que c'est toutes les consignes de début de séance, surtout quand on est à l'université, il y a quelques règles, nous avons obligation de rendre la salle à 20h30, c'est ça? 20h30, et donc il faut qu'on arrête, parce qu'il faut évacuer tranquillement, se dire au revoir tranquillement. Il faut qu'on arrête notre discussion à 20h15. C'est pour ça que j'attends pas trop, même si il y a encore qui arrive et qui s'installe, mais l'idée c'est d'avoir un maximum de temps pour cogiter la question. La question, parce que c'était une question qui était posée. Donc dans quel contexte on se trouve et dans quel cadre on fait cette rencontre? D'abord, c'est un peu une histoire politique, locale, personnelle. Depuis un certain temps, j'ai, avec quelques camarades, beaucoup, la conviction que la gratuité du transport, c'est une question intéressante à aborder. Et donc on a posé la question maintes fois. Les élus qui sont là, qui connaissent l'intervention, les interventions qu'on fait à la CODA, etc., savent qu'on a posé la question maintes fois. Et à chaque fois, on sentait qu'on avait en face de nous des gens qui avaient un blocage idéologique sur cette question-là. Et puis un jour, parce que j'étais maire de Gonfreville-Orcher, parce que je m'intéressais aux risques majeurs, vous savez, en tant que vice-président de la CODA, je suis allé à Grande-Synthe, dans le nord, à côté de Dunkerque, là où il y a une zone industrielle et tout ça, et je vois sur les bus, gratuit le week-end. Gratuit le week-end. C'était intéressant, déjà, rien que ça, le transport en commun. Et puis je reçois, il y a quelques semaines, une invitation du maire de Dunkerque, qui avait lancé une invitation aux députés, en disant, voilà, puisqu'on lance la gratuité de notre réseau, on vous invite à vous associer à cette démarche. Et alors vous connaissez la curiosité que j'ai, en plus c'est un sujet qui m'intéressait, qui me passionne, je suis allé à Dunkerque. Et j'étais d'ailleurs le seul député à Dunkerque, puisque le député de Dunkerque, il n'était pas là. Et après, il y a eu le député Alain Brunel, donc on s'est retrouvé en fait 2 députés communistes. Je suis obligé de donner les étiquettes parce que c'était ça, quoi. Et le sénateur, qui était là, lui, des Hauts-de-France, de la région de Dunkerque. Et donc, on a passé la soirée avec le maire de Dunkerque, qui m'a expliqué que lui, il était... comment je pourrais le situer? Il était convaincu que le nouveau président de la République pouvait changer les choses, à un moment donné. Ah mais c'est pour situer. C'est pour... mais il le dit tranquillement. Qui pensait qu'il y avait peut-être quelque chose de raté, mais que lui avait une conviction, à l'heure qu'il avait été dans ses responsabilités dans les agences d'urbanisme, on connaît l'agence Adresse d'urbanisme, mais dans les agences d'urbanisme, et même dans le réseau des agences d'urbanisme, il m'expliquait, à l'occasion de notre dîner de soirée, que dans toutes les agences d'urbanisme de France, quasiment, voire dans la formation des gens qui géraient l'urbanisme en France, il était clairement dit que c'était pas bien de parler de gratuité des transports publics.
que c'était voilà, c'était porté comme étant c'est inutile, ça n'a pas de sens. Et donc, il m'expliquait que lui eh ben, avait vécu aussi dans sa vie le fait que, et avait répété que ça n'avait pas de sens, et que, etc. Et jusqu'au jour où il a été convaincu du contraire, et où il a décidé d'expérimenter le contraire, et de chercher les chemins pour mettre en place le contraire. Puisqu'il avait été adjoint au maire à Dunkerque, puisqu'il connaissait son histoire, adjoint au maire de Delebarre, qui après il a battu Delebarre, etc. Et donc, il a porté le chemin, mais au début, il ne savait pas trop comment faire. Et donc, il a dit, à peine arrivé, le week-end, les bus ne sont pas pleins, le réseau, ça gêne entre guillemets personne, même pas les finances, de dire le week-end c'est gratuit. Et puis, mais après, il fallait chercher le chemin pour voir si c'était faisable, si c'était possible d'aller plus loin dans cette dimension-là. Donc on a passé un petit moment, moi j'ai passé un petit moment dans le réseau de bus, on a discuté les gens, on pourra parler d'anecdotes. Maxime Huret, que nous aurons en vidéo, pourra aussi parler d'anecdotes. C'est lui qui a accompagné, c'est pour ça que c'est important qu'il soit là, parce que c'est un maître de conférence qui a accompagné, y compris avec des étudiants de Thésard, l'idée de la gratuité du transport en commun, y compris en Europe. Il sera capable de vous parler de capitale européenne, etc., sur cette dimension-là. Petite capitale, 400 000 habitants, mais quand même. Et puis comme si l'actualité avait envie de nous faire plaisir, il y a quelques jours, le Luxembourg décide de rendre ses transports en commun gratuits. Le Luxembourg, un État complet. Et donc, c'est quand même un sujet qui mérite d'être posé aujourd'hui. Alors, comme avec Alain Brunel, on était à Dunkerque, aussitôt qu'on est revenu de Dunkerque, et sur la base de nos convictions, et sur la base aussi de ce que l'on a entendu dans cette bonne ville de Dunkerque, qui s'approche de ce qu'on essayait de construire, eh ben on a écrit ce qu'on appelle une proposition de loi. On en a ramené quelques dizaines. Alors moi j'ai une copie, c'est, comment on dit, le cordonnier est plus mal chaussé. Mais il y a le vrai texte de la proposition de loi qui est à votre disposition. Voilà, c'est sous cette forme-là, l'Assemblée nationale, quand c'est déposé. Et l'idée de cette proposition de loi, c'est de créer les conditions législatives, le cadre juridique qui permet d'accompagner soit les communes, soit les communautés, ce qu'on appelle les autorités organisatrices des transports en commun, de les accompagner vers la gratuité et de leur donner les moyens financiers, puisque la question m'a été posée... je sais pas, 7-8 fois par des journalistes cette dernière semaine, de leur donner un cadre financier qui leur permet d'aller vers cette gratuité de transport commun. On dit aussi autorité organisatrice de transport, parce qu'il peut y avoir aussi le train, il peut y avoir tous les modes de transport. Il peut y avoir les bateaux fluviaux, il peut y avoir... Voilà, il peut y avoir donc c'est pour ça qu'on ne dit pas seulement le bus, le tramway ou le métro. Donc c'est... cette proposition de loi est faite. Elle a été inscrite à l'ordre du jour, enfin pas à l'ordre du jour, elle a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et puis elle arrive à un moment donné où dans le pays, il y a un vrai débat sur la notion d'écologie, sur la protection de la planète, sur la taxation carbone, sur parfois ce qu'on pourrait appeler des taxations, une écologie punitive ou des choses de cette nature-là. Et donc on pense que on peut aller vers une écologie incitative. Ça va plaire à mes camarades qui sont dans la salle, je pensais à Joséphine notamment, puisqu'elle apporte des sujets de cette nature-là, même si elle apporte aussi, à un moment donné, la question financière. Mais c'est important aussi de la regarder, et comment on la regarde. Et dans la proposition de loi, vous verrez, on l'inscrit aussi. Il y a la notion du rôle du transport en commun dans la vie sociale, dans l'aménagement du territoire. C'est pour ça que les agences d'urbanisme s'en étaient préoccupées à une époque. Dans l'économie, ça nécessite. Et puis là, ici, l'idée de se concerter, c'est le sens de cette soirée, c'est la proposition de cette soirée, c'est de dire comment ensemble on regarde les choses pour faire avancer cette question. Voilà l'idée de... Alors j'ai un créneau à tenir, et si j'ai... C'est bon? Maxime est là? Donc on va appeler Maxime Huret.
On va voir si, voilà, c'est Simon qui gère cette question-là. Quand vous viendrez voir l'Assemblée nationale, c'est Simon qui vous accueillera. Ah oui, on va l'appeler. Bonjour Maxime. Bonjour Le Havre. Alors, le temps de mettre sur l'écran principal, Maxime, et puis on va pouvoir démarrer tout de suite. J'ai fait un peu les présentations du contexte de notre rencontre à Dunkerque, c'est là qu'on s'est connus. Oui, bien sûr. Au cours de la soirée que je vous ai raconté, la discussion qu'on a eue avec le maire de Dunkerque. Et donc j'avais proposé à Maxime de venir au Havre nous faire cette présentation. J'ai expliqué le contretemps, Maxime, hein, donc il n'y a pas de souci. Je pense que la salle pardonne. Oui. Et puis j'ai dit qu'on n'avait pas encore les moyens de faire de l'hologramme. Ah, attendez, il y a encore quelques petits aspects techniques à gérer. Voilà, bienvenue sur l'écran. Merci beaucoup. Et le son est bon, donc je vous passe la parole. Donc bonsoir Le Havre, bonsoir à tous. Je vous remercie évidemment pour l'invitation, Monsieur Lecoq. Invitation que je n'ai pas pu honorer à cause de petits soucis familiaux, mais ce serait avec plaisir de revenir au Havre, qui est aussi région natale, donc leur public. Donc, puisque je suis normand, donc ça m'aurait fait vraiment plaisir d'être avec vous. Alors, vous m'entendez parfaitement, c'est bon? On essaye de régler. Le parfaitement est pas tout à fait parfait, mais on va gérer. On peut peut-être parler un peu plus lentement, de manière à ce que ça passe peut-être plus facilement. Oui. D'accord, très bien. Je remercie alors également pour la technique. Ça marche. Ok. Voilà, alors, je vous remercie vraiment. Et peut-être pour introduire mon propos par rapport à la thématique du soir, la gratuité des transports collectifs, quelques éléments de présentation. Peut-être commencer par vous dire pourquoi finalement, en tant que chercheur, je me suis intéressé à cette question de gratuité des transports collectifs. Alors, il faut remonter en fait à 2012, avec un collectif de chercheurs, évidemment, puisque je ne travaille pas seul sur cette question. Un collectif de jeunes chercheurs pluridisciplinaires qui ont vu dans l'expérience d'Aubagne, mis en place en 2009-2010 par une mairie de front de gauche, donc une expérience de gratuité totale des transports d'Aubagne, qui ont vu finalement les prémices d'un mouvement qui allait probablement s'accentuer, car ça nous semblait intéressant de commencer à travailler sur Aubagne, parce que c'était une opération de 100 000 habitants qui décidait pour la première fois en France de passer à la gratuité totale des transports collectifs, en plus en investissant massivement dans le transport collectif, parce qu'il y avait la création d'une ligne de tramway qui accompagnait cette gratuité des transports collectifs. Et alors, en fait, en tant que chercheur, quand on s'est intéressé un peu à cette question de la gratuité, on s'est très vite aperçu que c'était un débat très passionnel dans la société, qui suscitait beaucoup d'opposition, de réticence. Et puis, c'est surtout aperçu, en tant que chercheur, qu'il n'y avait très peu de recherches scientifiques sur cette question de la gratuité des transports collectifs. Quasiment aucune recherche réalisée en France sur les réseaux gratuits de transport collectif. Donc ça, pour nous, c'était fondamental, parce qu'on avait beaucoup de chercheurs et, on va dire, de personnes engagées politiquement, des professionnels qui prenaient une position très forte contre la gratuité des transports collectifs. Alors d'autres qui prenaient des positions évidemment pour, mais finalement sur un argumentaire qui n'était pas fondé sur donc je pourrais revenir après sur cet argument. Et donc ça a vraiment été la base de notre engagement, de se dire on va enfin essayer de mener des recherches scientifiques sur cette question, à partir d'Aubagne et surtout après à partir d'Enquête. Et puis on va essayer finalement de déconstruire des idées reçues sur cette question de la gratuité des transports collectifs, qui, selon nous, polluait un petit peu le débat qu'il peut y avoir en France, avec des organisations de professionnels qui prenaient des positions très vigilantes contre la gratuité des transports collectifs.
Alors, de par nos premiers travaux sur Bretagne, des premières réflexions, on a été en fait très vite sollicité par le père de Dunkerque, Patrice Vernet, personne qui nous a appelé, qui nous a dit votre démarche nous intéresse. Nous, à Dunkerque, on souhaite mettre en place cette mesure et on souhaiterait que vous nous accompagniez dans l'évaluation, finalement, de la mise en gratuité des transports collectifs à Dunkerque. Et donc, c'est comme ça que nous avons, collectif de Shepherd, travaillé à Dunkerque, en partenariat avec différents acteurs, à l'évaluation de la mise en gratuité des transports collectifs. D'abord le week-end unique, puisque Dunkerque passé à la gratuité des transports collectifs le week-end 1er septembre 2007. Et puis, depuis le 1er septembre 2018, Dunkerque est passé à la gratuité des transports collectifs, ce qui fait que c'est la plus grande agglomération de France de 100 000 habitants à adopter cette mesure. Et nous sommes en train d'évaluer cette deuxième phase de gratuité totale. Donc, je pourrais en parler un petit peu après, si vous voulez bien. Alors, peut-être aussi préciser ce qu'on entend par gratuité des transports collectifs. La gratuité des transports collectifs en France, c'est 36 réseaux aujourd'hui, gratuité des transports collectifs. Alors, vous avez peut-être la carte de France de ces réseaux qui est affichée ou qui s'est affichée tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, on a 36 réseaux en gratuité totale et un certain nombre de réseaux en gratuité partielle. Ça aussi, c'est important. Et je pourrais revenir. Et sur la carte que je vous ai proposée, on a mis quelques exemples de gratuité partielle qui sont significatifs, comme Valenciennes, Quimper, Boulogne-Billancourt, etc. Donc, il y a des gratuités partielles qui sont déjà très avancées en termes de mise en place de cette mesure. Alors, dans le monde, il y a environ 110 réseaux de transport gratuits. La France est le premier pays européen en termes de nombre de réseaux gratuits, puisque 36, c'est relativement important. Ça concerne des villes comme des moyennes pour le moment. Mais on peut noter qu'en Europe, il y a également l'expérience de Tallinn, en Estonie, donc la capitale, 450 habitants. Donc on est vraiment là sur une échelle vraiment plus importante que les expériences françaises. Alors, ça c'est pour la gratuité totale des transports collectifs. Et ensuite, vous avez en fait de nombreuses gratuités partielles qui existent en France et des réseaux français. Alors, une gratuité partielle peut se réaliser de différentes manières. On peut avoir une gratuité en fonction des horaires. Par exemple, mettre en place la gratuité des transports le week-end ou le dimanche, comme le fait Quimper. On peut avoir une gratuité partielle sur des publics. Par exemple, des personnes en recherche d'emploi ou bénéficiaires du RSA peuvent avoir des transports publics gratuits dans certaines villes. Parfois, les jeunes à Valenciennes, 20 ans, disposent de gratuité des transports collectifs, ou encore, dans certains réseaux, comme à Paris, une gratuité des transports collectifs pour plus de 65 ans sur condition de compte. Et puis, lorsqu'on parle de gratuité partielle, on peut aussi penser cette gratuité en fonction de lignes spécifiques, bus. Ça peut être des lignes de bus de nuit, qui peuvent être gratuites, comme à Clermont-Ferrand. Il peut y avoir également des lignes de bus à Perpignan qui lient le centre-ville à la plage de Clé. Donc, on a de multiples lignes en France qui, dans les réseaux, peuvent être gratuites. Et enfin, on a des gratuités partielles pour d'événements particuliers. Alors, ça peut être des événements, on peut dire, assez dramatiques, comme les pics de pollution, qui peut être expérimentés à Paris, à Lyon, à Grenoble. On a expérimenté la gratuité des transports collectifs. Ou lors d'événements plus festifs, comme par exemple à Lyon, lors de la Fête des Lumières, qui s'est déroulée le week-end dernier, on a la gratuité des transports collectifs au moment de la Fête des Lumières. Donc, en fait, quand on y pense bien, en France, il existe de multiples réseaux qui ont adopté déjà la gratuité des transports collectifs, qu'elle soit partielle ou totale. Et puis, vous le savez probablement, j'imagine que M. Lecoq a insisté sur ce contexte. On a quand même un certain nombre de villes qui aujourd'hui réfléchissent à éventuellement passer à des fonds de gratuité.
transport collectif. Alors on peut en citer certaines, évidemment, qui en plus médiatiquement, on va dire, diffusent ce débat de la gratuité. Mais on peut aussi citer des villes plus modestes, mais importantes comme Amiens, comme Orléans, comme Clermont-Ferrand ou encore Grenoble, qui réfléchissent de manière très avancée à pouvoir éventuellement mettre en place la gratuité des transports collectifs, en tout cas à proposer, si les prochaines élections municipales, on va dire cette mesure dans les programmes de certains élus. Alors, finalement, on a aujourd'hui un contexte favorable qui me semble-t-il me fait dire qu'on va s'acheminer vers un débat sur cette question de la gratuité dans les années qui viennent, probablement sur une accélération de la mise en place de mesures dans de nombreuses villes. Déjà, on peut l'observer, hein, c'est une mesure qui s'est véritablement accélérée ces dernières années. L'espace de quelques années, des grandes villes comme Nyon, comme Dunkerque, la semaine dernière, Calais, à Ouanon, sont passés dans les transports gratuits, ont annoncé passer à la gratuité des transports collectifs. Et puis, ce qui est intéressant de noter d'un point de vue du contexte, c'est que les villes, finalement, mettent en place la gratuité des transports collectifs pour de multiples raisons. De multiples raisons, et vous allez le voir, des raisons qui touchent même l'actualité du moment. D'abord, il y a des villes qui choisissent de passer à la gratuité des transports collectifs pour des raisons sociales. Parce qu'ils observent sur une partie de leur population de grandes difficultés sociales qui n'ont pas forcément recours aux tarifications sociales solidaires des transports collectifs et qui finalement se retrouvent dans une situation d'isolement social à cause du manque de mobilité. Donc pour ces publics, on a décidé finalement d'investir dans les transports collectifs, de proposer des transports gratuits qui s'adaptent à eux. Et parmi les raisons sociales également qui poussent à la gratuité des transports collectifs, et c'est notamment le maire de Dunkerque qui le met en avant, il y a également un gain de pouvoir d'achat qui est mis en avant par les élus et par les maires. Un gain de pouvoir d'achat, donc à Dunkerque, par exemple, la municipalité de Dunkerque, pour mettre en place la gratuité des transports collectifs, s'est privée de 4,5 millions d'euros de recettes et aux abonnements et aux tickets, donc liés aux recettes des usagers. Donc le maire de Dunkerque dit effectivement que c'est une perte d'euros, mais pour l'économie locale, c'est un moyen peut-être de renforcer le pouvoir d'achat de la population et de finalement faire en sorte que cet argent soit réinjecté dans l'économie locale. Donc première raison, c'est une raison sociale. Il y a également des raisons économiques qui poussent les villes passer à la gratuité des transports collectifs. Deux raisons essentielles d'un point de vue économique. Une raison d'abord qui touche à l'attractivité du territoire, parce que certaines villes ont des centres-villes qui se trouvent en grande difficulté, qui voient leurs habitants partir des centres-villes, comme c'est le cas à Dunkerque, qui voient leur commerce fermé, en difficulté. Et alors, ces villes ont l'ambition, à travers la gratuité des transports collectifs, de redynamiser leur centre-ville. Et puis, un autre point de vue, un autre point important d'un point de vue économique, c'est que finalement, quand on rend un réseau plus gratuit, on le rend plus efficace économiquement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a des bus qui circulent à vide, et ben, le transport collectif ont de fait un coût pour la collectivité, et pour faire tourner des bus à vide, c'est un coût très important. Par contre, lorsque les bus sont remplis, éventuellement grâce à la gratuité, même si le réseau coûte un petit peu plus cher, finalement, il est plus efficace économiquement si on travaille sur l'utilité sociale du dispositif. Enfin, une autre raison invoquée par l'élus pour passer à la gratuité des transports collectifs, c'est évidemment une raison environnementale, écologique, de transition écologique. Il est attendu effectivement de cette mesure un report modal des automobilistes vers le bus, en tout cas, faire en sorte d'inciter les automobilistes à changer de comportement pour faire baisser la pollution pour les villes et pour faire baisser les émissions de CO2. Et donc, quand on y réfléchit bien, l'addition de mesures
fait que, véritablement, la gratuité des transports collectifs est pensée comme une politique globale qui dépasse largement la politique de mobilité de transport. Lorsqu'on met en place la gratuité des transports collectifs, on met en place une politique d'équité, on met en place une politique sociale, on met en place une politique environnementale et on met en place une politique économique. C'est ça qui est défendu aujourd'hui par un certain nombre de maires. Et j'ai envie de préciser, de maires de droite, de gauche ou centristes, puisque lorsqu'on regarde un peu la cartographie des villes qui ont instauré la gratuité des transports collectifs, on se rend compte qu'elle est vraiment apolitique, véritablement. Alors, en plus, vous voyez bien que ces préoccupations, elles collent aujourd'hui à l'actualité du moment, puisque on a des revendications sociales en faveur du pouvoir d'achat très importantes, notamment en avant des choses. Et par exemple, la municipalité de Calais vient d'annoncer la semaine dernière, il y a 2 semaines environ, que pour répondre à ces revendications, elle allait instaurer l'année prochaine la gratuité des transports collectifs. On a d'autres revendications, vous le savez aussi, liées au climat. Il y a eu des marches pour le climat le week-end dernier, gilets verts. On les a appelés les gilets verts. Des gilets verts qui d'ailleurs étaient tout aussi nombreux que les gilets jaunes, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et lorsqu'on regarde bien les revendications de ces gilets verts, vous pouvez les trouver sur Facebook, c'est très intéressant. Dans les 10 mesures qu'ils mettent en avant, la deuxième, c'est celle de la gratuité des transports collectifs dans les villes. Ils souhaitent qu'on instaure la gratuité des transports collectifs. Donc vous voyez finalement, on voit ce contexte de revendication qui me paraît porteur pour l'avenir. D'autant plus que lorsqu'on réfléchit bien aujourd'hui concernant le mouvement des Gilets jaunes, ce mouvement, pour le moment, il s'adresse à l'État. Il s'adresse à l'État, mais j'ai l'impression, c'est ma conviction, que peut-être qu'en 2020, ce mouvement, il s'adressera aux maires. En dire, mais qu'est-ce que vous faites dans vos vies pour le pouvoir d'achat de la population? Et là, je crois que la gratuité des transports collectifs pourrait être une mesure mise en avant pour répondre à ces revendications qui, à mon sens, vont se poursuivre dans l'avenir et pourraient se poursuivre à des échelles aussi locales. Alors, malgré ce contexte relativement favorable, je pense qu'il faut être aussi prudent. Il faut être prudent dans le sens où la gratuité des transports collectifs, elle répond aussi à des enjeux véritablement territoriaux. À des enjeux territoriaux, et cette mesure, elle doit évidemment être pensée en fonction des contextes locaux, des contextes financiers, évidemment, des contextes sociaux, de la géographie, de la spatialité de la vie, évidemment aussi, du réseau de transport collectif qu'il faut évidemment dimensionner en fonction du projet gratuité. Et donc, ce n'est pas parce que le contexte est favorable que cette mesure va se finir. Mais en tout cas, il existe de multiples façons aujourd'hui de penser cette gratuité des transports collectifs, qu'elle soit partielle ou totale. Voilà. Voilà pour cette petite introduction. Après, évidemment, je vous laisserai me poser toutes les questions qui sont intéressantes. Je suis avec vous jusqu'à environ 19h15, 19h20. Mais je crois que vous avez aussi un peu préparé des questions de votre côté. En tout cas, Monsieur Coq, ça va être Nicolas qui va commencer, et puis après la salle. Et je vous remercie de votre attention. C'est pas évident pour moi de me rendre compte aussi à distance. La liaison n'est pas parfaite, mais je pense que tout le monde a compris l'ensemble des idées. Merci. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Merci. Désolé pour l'envoi, je suis un petit peu malade. Première question, à votre avis, est-ce qu'il existe un risque que la gratuité puisse entraîner une dévalorisation du service, voire une hausse des incivilités? C'est souvent ce qu'on entend. Est-ce que dans les expériences européennes ou françaises, vous avez pu le constater? Alors cette question, c'est intéressant que vous me la posiez en premier, et vous m'aviez dit que vous allez la poser, mais je trouve ça intéressant parce que c'est justement une des idées reçues qu'on avait en 2012 sur la gratuité de transport collectif, et sur une idée reçue qu'on a voulu déconstruire en allant tout simplement voir les statistiques des réseaux qui sont passés à la gratuité des transports collectifs.
Et quand on s'intéresse à cette statistique, alors je vais vous en citer deux, on s'aperçoit finalement que cette idée est fausse. Et on ne sait pas d'où elle sort, parce que les statistiques montrent que lorsqu'on passe à la gratuité des transports collectifs, le vandalisme a tendance à diminuer. Alors, évidemment, peut-être pas uniquement lié à la gratuité, puisque les réseaux font des efforts pour essayer de faire diminuer ce vandalisme. Mais en fait, on se rend compte que tout le monde dans les bus et dans les transports collectifs, moyen de vandalisme, tout simplement parce que le contrôle social est plus fort. Si vous avez des gens malveillants dans un bus et que ce bus est vide, ils sont 2 ou 3 au fond du bus, c'est très facile de passer là. En fait, quand le bus est rempli, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a le regard des autres passagers qui est là, qui incite à éviter des dégradations. Alors, à Dunkerque, par exemple, on a pu mesurer entre le passage à la... en 2016, hein, il y a eu le passage à la gratuité le week-end. En l'espace de 2 ans, les actes de vandalisme ont diminué de 60%. Donc sur l'ensemble du réseau, semaine et week-end, mais on s'aperçoit que beaucoup de vandalisme s'effectuait le week-end, notamment le samedi et le samedi soir. Et donc là, il y avait une nette diminution avec la mise en place de la gratuité des transports. Même constatation à Châteauroux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Châteauroux, Châteauroux a mis en place la gratuité en 2001, et là on voit une baisse constante depuis 2001 des actes d'incivilité, alors même qu'on voit une hausse constante de la fréquentation depuis 2001. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plus de dégradation parce que plus d'appels, mais en fait c'est l'inverse qui se produit. Donc pour nous, ça nous a vraiment interrogé sur le fait de se dire qu'on avait des arguments fondés sur aucune statistique, recherche poussée, et donc des arguments qui semblaient un petit peu idéologiques finalement, hein, de se dire que parce qu'un transport plus marchand, il devient obligatoirement dégradé par ses usagers. Je trouve que là, on est vraiment sur un argument très idéologique, ou en tout cas très limité. Je vous remercie. Deuxième question. Est-ce que la gratuité a un impact sur le report modal? Donc clairement, est-ce que les automobilistes, via la gratuité, peuvent venir au transport en commun? Alors là, par contre, c'est beaucoup plus difficile. C'est une question beaucoup plus compliquée. Hein. Une question beaucoup plus compliquée parce que le report modal, c'est très complexe à envisager. Donc le report modal, ce sont les usagers qui se reportent d'un moyen de transport à un autre. Donc dans ce cas-là, de la voiture ou du vélo ou de la marche vers les transports. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a véritablement aucune recherche, étude qui s'est intéressée au report modal dans les réseaux gratuits. Pourquoi? Parce que c'est une étude qui coûte très cher à réaliser, dans la majorité des cas, parce qu'elles sont complexes. Je vais prendre un exemple après pour montrer la complexité de cette question. Et par contre, on espère bien vous proposer des chiffres robustes adaptés. Nous sommes en train de mener cette recherche sur le report Dunkerque, hein, a réalisé en gros un questionnaire auprès de 2000 personnes pour avoir un contenu relativement significatif. Alors pourquoi c'est complexe cette question? Parce que déjà, lorsqu'on se déplace en ville, on peut utiliser plusieurs déplacements. On peut utiliser le vélo, le garer à un endroit, puis ensuite prendre le transport collectif. On peut utiliser la marche, ensuite le transport collectif pour prendre un parking relais et reprendre sa voiture. Donc en fait, pardon. En fait, quand on fait des statistiques sur les différentes parts modales de déplacement, c'est très compliqué de savoir à quel point on est véritablement piéton, cycliste et un automobiliste. Alors, c'est pour ça que ce sont des études qui coûtent cher, parce qu'on va calculer l'ensemble des déplacements. Donc, si je précise ça, je veux dire qu'il y a peu de recherche sur la question, c'est que beaucoup de chercheurs ont annoncé que finalement, ce serait plutôt les cyclistes et les piétons qui seraient amenés à passer vers le transport gratuit. Là encore, il n'y a vraiment aucune recherche qui le montre. Et même lorsqu'on regarde plus près, petite réflexion qu'on est comme Châteauroux, on a des signes qui nous disent que ce serait plutôt l'inverse, que ce serait plutôt les automobilistes qui seraient incités à utiliser les transports. Alors,
à Dunkerque, on a quand même réalisé le week-end une petite sonde auprès de 400 usagers. On a réalisé un questionnaire auprès de 400 usagers. Parmi ces 400 usagers, seuls 177 ont répondu. Donc, vous voyez, c'est un tout petit échantillon. Mais sur ces 177 personnes, 67% ont abandonné leur voiture pour prendre le transport gratuit. Donc, c'est pour nous une application qui ne veut pas dire qu'elle est scientifiquement très robuste, mais c'est une première indication. Et en fait, notre hypothèse pour le moment, c'est de dire que le transport modal, à mon avis, il est très variable d'un contexte à un autre, d'un territoire à un autre. Probablement que dans les villes qui ont un fort taux de déplacement automobile, comme Dunkerque, comme Châteauroux, probablement un petit peu comme Le Havre, ce report modal, mécaniquement, se fera s'automobiliste vers le bus en majorité. Par contre, dans des villes comme Grenoble ou Strasbourg, où il y a énormément de cyclistes, là, il faudra regarder plus précisément si un grand nombre de cyclistes se tournent vers les transports collectifs. Et là, ça pourrait être un fait négatif, finalement, de ce passage avec l'activité des transports collectifs. Je précise quand même que cette question est vraiment complexe parce que si je vous donne un exemple très concret, on a une personne âgée qui se déclare comme piéton. Cette personne âgée, tous les jours, elle va faire ses courses dans les commerces de proximité et pour ça, elle parcourt 2 km. Donc, elle va dans les enquêtes se définir comme piéton. Et si la gratuité des transports collectifs se passe, on ne sait pas comment ces usagers vont réagir. Peut-être qu'elle fera toujours 2 km à pied pour aller dans ces commerces de proximité, mais peut-être qu'elle prendra le bus pour aller parcourir 5 km, aller plus loin, puis c'est un arrêt de bus, marcher encore dans des commerces qui n'étaient pas accessibles pour elle. Vous voyez, en fait, on ne peut pas encore, lorsqu'on n'a pas réalisé la gratuité des transports collectifs, mesurer à l'avance comment les usagers vont transformer l'ensemble de leur mobilité. C'est une question véritablement complexe. Voilà. J'espère que j'ai été assez concret. C'est très clair. Oui, merci. Alors, une troisième question. On entend souvent par les non-partisans de la gratuité que c'est à l'usager de payer et non au contribuable. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cet argument? C'est à l'usager donc de payer son transport et non pas au contribuable. Alors oui, effectivement, c'est un peu l'argumentaire qui est mis en avant, qui accompagne l'argumentaire finalement de la gratuité, c'est un coût. Alors évidemment, on pourrait y revenir après, parce que la gratuité, ça doit être compensé par d'autres sources de financement, donc ça c'est un fait. Donc l'argument de dire, en tout cas l'argument des opposants à la gratuité de dire c'est aux usagers de payer, déjà ce qu'on peut dire c'est que la plus grande partie des coûts de transport collectif sont déjà assumés par le contribuable. Hein, donc c'est complètement incohérent d'opposer le contribuable à l'usager, puisque l'usager ça veut dire qu'il paye son transport collectif quand il l'utilise, il le paye de ses tickets, il paye dans ses impôts. Que globalement, le contribuable est déjà le principal financeur du transport collectif. Le deuxième financeur, parfois c'est mis dans certains territoires, ce sont les entreprises, à travers une taxe qu'on appelle le versement transport, les entreprises de plus de 11 salariés, qui sont des recettes de pratique au transport collectif. Et enfin, la plus petite part qui permet de financer les transports collectifs, c'est celle des recettes des usagers, qui en moyenne en France représente 17%, et cette part est en constante diminution depuis plus de 20 ans. Dans certains réseaux comme Dunkerque, cette part était en dessous des 10%. Je crois qu'à Le Havre, les informations qu'on a transmises, cette part représente 15% aujourd'hui du financement, donc environ 12 à 13 millions d'euros. Alors, en fait, ce débat, je veux dire, c'est un débat véritablement politique. Les chercheurs, on n'a pas à se positionner sur ce débat, mais ce qu'on peut dire, c'est que d'un côté, il y a des tarifications qui ont été mises en place pour les usagers, notamment des tarifications sociales et solidaires. Parce qu'évidemment, quand c'est à l'usager de payer, tous les usagers ont de revenus.
tous les usagers n'ont pas les mêmes besoins, les restrictions sont adaptées, notamment aux revenus des habitants et des usagers. Ce qu'il faut dire, c'est que cette tarification sociale et solidaire a des limites qui ont été observées, et là, qui ont été observées en point de vue scientifique par de nombreux chercheurs. La première limite, c'est que cette tarification sociale et solidaire, 40% environ des usagers n'ont pas recours. Il y a un taux de non-recours de l'ordre de 40% aujourd'hui, c'est-à-dire que les personnes qui ont le droit à ces tarifs, pour 40%, n'ont pas les démarches pour l'obtenir. Donc ça veut dire que c'est un échec de ces tarifications sociales. Alors évidemment, c'est une moyenne nationale. Dans les réseaux, il y a des taux de non-recours qui sont plus importants, d'autres qui sont plus faibles, mais globalement, on est autour de 40% de gens qui n'ont pas recours à ces tarifs sociaux. Et en plus, ces tarifications sociales, elles ont un coût parce qu'il y a des procédures spécifiques, parce qu'il y a des accueils d'agents pour accueillir ces populations qui doivent remplir un certain nombre de documents administratifs pour les justificatifs. Donc, tout ça a un coût ou une efficacité limitée. Et donc, les élus qui passent aujourd'hui à la gratuité des transports collectifs se disent, on va changer de logique. On va se dire que la gratuité des transports collectifs est une mesure universelle qui, effectivement, sera... J'aurais une dernière question pour vous. Dans la plupart des communes qui ont mis en place la gratuité, d'où venaient les sources de financement? Alors, elles sont multiples, évidemment, et elles sont adaptées au contexte territorial. C'est ça qui est intéressant. Mais ce que je trouve dommage pour le débat sur la gratuité, c'est finalement les arguments qui balayent cette mesure d'un revers de main en disant « mais la gratuité, c'est un... » Parce qu'on a dit ça, en fait, on n'a rien fait. Parce que beaucoup de services publics ont un coût aujourd'hui, et le vrai débat, c'est pas de savoir si ça coûte ou pas, évidemment, c'est de savoir quels sont les outils disponibles pour les collectivités pour financer cette mesure, et quelle est la pertinence de ces outils. Alors, je vais vous en citer quelques-uns qui ont pu être empruntés dans cette collective. Je vais en citer essentiellement 4, et on pourrait en présenter évidemment une dizaine. Donc, je ne voudrais pas être trop long, c'est pour ça que je dis 4. En certains cas, la gratuité collective, et c'est notamment le cas de Dunkerque, on va simplement faire une acquisition de ressources publiques, un choix de location de ressources publiques en faveur des transports collectifs. Par exemple, le maire de Dunkerque a annulé la construction d'une aréna, devait servir pour des événements sportifs et pour des concerts, prévu par l'ancienne municipalité qui a perdu les élections. Il a annulé ce projet à plusieurs millions d'euros, presque centaines de millions d'euros, et il s'est dit que cet argent allait servir à financer le transport collectif, notamment la gratuité. Donc on peut faire des choix de location de ressources publiques. Par exemple, un maire décide de rénover une mairie, de construire un musée, etc. Il peut y avoir une priorité de certaines mairies à se dire on met de l'argent dans les transports collectifs. Parce que c'est une demande sociale et environnementale aujourd'hui. Et donc, on fait un choix de location de ressources. Deuxième source de financement que je vais aborder, c'est la question du versement constant. Dans certains territoires, peut augmenter soit le taux du versement transport, soit la couverture territoriale du versement transport, parce que l'autorité organisatrice s'étend. Ça permet d'offrir des ressources supplémentaires. Par exemple, la ville d'Aubagne s'est appuyée sur cette augmentation du versement transport pour financer la gratuité des transports collectifs. Troisième source de financement, qui me semble être la plus intéressante. Vous savez que les municipalités ont, depuis 2017 ou 2016, la compétence du stationnement. Et donc, ont de nouvelles recettes fiscales liées au stationnement automobile dans le pays. D'ailleurs, pour la plupart, elles profitent pour augmenter les tarifs de stationnement dans les centres-villes. Cette ressource financière, elle pourrait être directement touchée sur la mise en place de mesures pour la gratuité collective. Pourquoi? Parce que ce sont des ressources tout à fait significatives dans des villes relativement grandes comme Lyon ou Paris,
On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Et même dans des villes comme Perpignan, donc plutôt modeste, avec un stationnement pas très cher pour les automobilistes, ça permettrait déjà de couvrir 2/3 du passage à la gratuité des transports collectifs. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que il me semble que flécher directement cette recette, elle permet aussi d'expliquer aux concitoyens comment est utilisé leur argent. Et en l'occurrence, là, elle permet de directement flécher des mesures en faveur de la transition écologique quelque part. Et donc, c'était une demande à l'origine des Gilets jaunes de se dire, finalement, on ne flèche pas directement l'augmentation de taxes sur le carbone vers la transition écologique. Vous avez une occasion, au sens, les maires, les élus, de flécher directement une recette fiscale sur la transition écologique. Et en tout cas, ça permettrait de faire comprendre aux automobilistes qui payent leur parking, de leur faire comprendre, de leur montrer où passe leur argent, et finalement, peut-être, pourquoi pas, de les inciter à prendre les transports collectifs grâce à cette logique. Enfin, dernière source qui me paraît aussi être une piste intéressante, c'est notamment ce qu'a fait Valenciennes, qui est en gratuité partielle, transport collectif actuellement. Elle a renégocié les marges de l'opérateur. Valenciennes s'est aperçu que l'opérateur de transport avait des marges très importantes par rapport à l'exploitation de son réseau de transport collectif. Donc l'opérateur était arrêté. Et elle a engagé une grande négociation pour faire baisser ses marges. Et le fait de baisser ses marges a permis de financer la gratuité pour l'ensemble des jeunes de moins de 20 ans. Donc, le problème, c'est des marges très importantes. Et pour les opérateurs, ce n'est pas une façon si inintéressante que ça de baisser leur pour deux raisons. Parce que, il y a plus de fréquentation dans les transports collectifs. Et lorsqu'on fidélise des jeunes dans les transports collectifs, ils sont futurs usagers pour le donc les opérateurs se disent ce sont pourquoi pas de futurs clients aussi usagers des transports collectifs. Et puis aujourd'hui, pour les opérateurs, la gratuité évidemment est devenue un positionnement pour remporter des marques. Parce qu'ils se rendent compte que de nombreuses villes ont le choix politique de cette gratuité. Et donc les entreprises ont un intérêt à se positionner sur ce type de marque. Voilà pour vraiment une toute petite palette, j'ai envie de dire, d'outils à disposition des collectivités. La moindre des choses dans ce débat, ce serait quand même, plutôt que balayer d'un revers de la question du financement, de se dire, on a des outils, regardons, suivant les territoires, ce qui pertinent l'État, un mix de plusieurs outils. Mais en tout cas, c'est possible de financer la gratuité. Et en plus de ça, et je finirai là-dessus, lorsqu'on pense à la gratuité des transports collectifs, on la pense pas uniquement, on peut pas l'imaginer du jour au lendemain passer à la gratuité collective. Il faut aussi imaginer d'investir un peu plus sur le réseau, parce qu'il va y avoir une augmentation de la fréquentation. Et donc, il va falloir adapter ce réseau pour qu'il absorbe cette fréquentation. Donc, véritablement, il faut prendre le temps d'expérimenter, d'évaluer cette expérimentation, prendre le temps de construire des budgets qui permettent d'investir massivement dans le transport collectif pour adapter le réseau et le rendre gratuit. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, on va donner la Merci parole. Maxime. On va faire en deux temps parce que il y a la dimension du chercheur. Et puis après, entre nous, il y a la dimension locale qu'on va peut-être aussi débattre en vous libérant, d'accord? Et si vous êtes d'accord, on commence par faire des questions à Maxime Huret, ceux qui souhaitent. Il y a des micros, il y a au moins le mien. Et puis, ok. Et puis après, dans le débat interne à l'agglomération havraise, on se prend un petit temps aussi pour si des personnes veulent faire donner leur opinion, donner leur avis sur l'organisation locale, sur ce qui pourrait être construit, sur comment vous voyez les choses. Mais ce que je vous propose pendant que Maxime est là, c'est qu'on prenne ce temps-là après, qu'on lui pose des questions, et puis dès qu'on considère que le chercheur n'est plus indispensable pour l'instant, on le libère de manière à ce qu'il... et puis on débat entre nous. Vous êtes d'accord avec cette démarche-là? Ça vous va? Donc ceux qui
interpellent le chercheur, je leur donne le micro. Ceux qui ont des choses à dire, parce que vous pensez, et on est un certain nombre à le penser, que ce serait bien de dire des choses ce soir entre nous sur cette question-là. C'est pour ça que c'est une question. Chacun peut avoir des réponses différentes, localement. Et ben on se fait le débat après entre nous. Monsieur Grancher, alors on est dans des questions, ne faites pas des déclarations d'une demi-heure. Alors, vous avez tout à l'heure parlé d'une taxe sur les entreprises de plus de 11 salariés. Or, actuellement, bon, il y a un débat, il y a des entreprises de 11 salariés qui sont moins riches que des multinationales. Et je pense, est-ce qu'il ne serait pas judicieux que cette taxe soit modulée en fonction du chiffre d'affaires, d'une part, et deuxièmement, en fonction de ce qu'on dit pollueur-payeur. Nous, on a des entreprises pétrochimiques qui polluent pas mal. Peut-être cette taxe devrait peut-être être différenciée suivant ces critères. Merci. Vous voulez que je réponde On en prend deux ou trois questions, puis on fait une réponse, d'accord? La deuxième arrive. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas attendu une demi-heure pour les questions. Oui, vous disiez qu'il n'y avait aucune étude qui était faite sur l'impact des déplacements des gens en voiture, est-ce qu'ils prenaient le bus ou le tramway, voilà. Est-ce que dans ces villes où il y a la gratuité, il y a des parkings relais à l'entrée des villes qui permettent aux gens qui viennent de la campagne, de la banlieue, etc., de laisser leur voiture, par exemple, au parking du stade Océane, et de prendre un tramway qui sera construit demain pour aller jusque-là. Voilà. Est-ce que donc le calcul des voitures sur ces parkings permettrait de voir, parce que c'est quand même un des trucs les plus importants, c'est que les bagnoles ne circulent plus pour qu'il y ait moins de pollution. Voilà. Deuxième question, on continue. Qui d'autre? Voilà, ici, Gérard Rode. Je donne les noms parce qu'il y en a que je connais, enfin j'en connais d'autres. Oui, je crois que on arrive à chiffrer certaines données. Bon, par exemple, la gratuité, eh ben, il y a forcément un manque de ressources qu'on chiffre facilement. Mais il y a aussi des données qu'on ne chiffre pas parce qu'elles sont très difficiles à chiffrer. Quel est le bénéfice au niveau environnemental? Est-ce qu'une circulation augmentée de voitures ne nuit pas aux problèmes de santé? Et comment chiffrer ce gain au niveau de l'amélioration de la santé des gens qui subissent moins de pollution, etc. Bon, au niveau environnemental, c'est pas facile. Alors, est-ce qu'il y a eu des recherches de ce point de vue-là, même s'il n'est pas facile, si des éléments comme ça sont pas faciles à chiffrer précisément? Merci. Merci, je vais peut-être... On y va, oui. Maxime. Merci beaucoup pour ces questions qui sont toutes pertinentes et qui renvoient au débat dans différents territoires. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre et d'abord la question du financement et du versement transport. Votre remarque est tout à fait pertinente, sachant que le versement transport, c'est une mesure à l'échelle nationale, en fait, parce que c'est une mesure qui a été créée en 1974, suite au choc pétrolier, qui a été instaurée en 1976, et qui est débattue à l'échelle nationale. Donc on pourrait prendre en compte certaines des revendications que vous portez, en tout cas des améliorations qu'on pourrait appliquer à cette. Et ce débat, il doit alors avoir lieu à l'échelle nationale. Et donc, c'est intéressant qu'aujourd'hui, nous ayons aussi un député qui porte ce débat, parce que c'est une piste de réflexion que j'imagine il doit mener. Ceci étant, pour revenir même aux entreprises, parce que vous avez raison de dire qu'il y a des entreprises dont salariés peuvent être en difficulté par rapport à un certain nombre de taxes qui leur sont imposées. Ce qu'il faut bien préciser dans la gratuité des transports collectifs, c'est que cette mesure, elle va aussi bénéficier aux entreprises de différentes manières. Premièrement, vous savez que les entreprises sont tenues de rembourser la moitié de l'abonnement de leurs salariés qui choisiraient de prendre les transports collectifs. Lorsqu'on passe à la gratuité des transports collectifs, elles n'ont plus
ce coût à supporter du remboursement de la moitié de l'abonnement. Donc c'est une première économie. Autre économie, elles vont pouvoir, on va dire, rendre la mobilité à la fois de leurs salariés plus facile à travers cette mesure. On essaye de mesurer aussi à Dunkerque aujourd'hui comment les salariés de certaines entreprises vont pouvoir avoir des facilités pour se déplacer facilement, faire des réunions, changer de lieu grâce au transport collectif, ce qui posait beaucoup de problèmes auparavant lorsqu'il fallait employer, par exemple, mettre à disposition des voitures de fonction pour aller à l'autre bout de la ville, et donc ces voitures de fonction ont un coût, etc. Donc on peut finalement faire aussi des économies d'entreprise grâce à cette transport collectif. Alors évidemment, pour répondre à la deuxième question, l'enjeu c'est véritablement ce formidable de la voiture vers le bus. Ça s'accompagne de toute une série de mesures, y compris des parkings relais. Alors certaines villes, ça en aménagent plus que d'autres. D'ailleurs, on peut noter qu'il y a des gratuités partielles pour certaines villes qui sont conditionnées à ce que les voitures se gardent dans des parkings relais. Lorsque les automobilistes sont dans un parking relais, on aura de transport en commun gratuit. Ça, de nombreuses. D'ailleurs, la ville voisine d'ici reprend des parkings relais qui fonctionnent comme ça. Donc, on a une politique globale qui est très en cours, et je pense que ce changement, il doit se faire aussi dans les représentations des usagers et finalement des citoyens. Ce qui est intéressant avec la gratuité, c'est que pendant très longtemps, on a voulu restreindre l'automobile en ville à travers des contraintes financières, des taxes, dire clairement, des taxes de stationnement, des restrictions d'utilisation dans le centre-ville, qui a pu porter ses fruits. Aujourd'hui, la gratuité, c'est vraiment une mesure pour citer les automobilistes, non plus les. Et ça, je pense que c'est important dans la manière d'adapter l'automobiliste ici aujourd'hui. Et on a travaillé sur ce changement à Dunkerque, de certains automobilistes qui avaient abandonné leur voiture, certains déplacements, pour le bus gratuit. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces automobilistes? Ils nous disent deux choses. Ils nous disent, premièrement, lorsqu'on se rend dans notre ville, il faut payer un parking. Et le parking, on a une heure qui nous contraint parce que si on dépasse l'heure, évidemment, il faut remettre une pièce ou on va partir, sinon on prend une contravention. Grâce à la gratuité, on n'a plus cette contrainte horaire. On va pouvoir venir dans notre ville et prendre le bus qui nous convient en fonction de l'horaire. Quand on a fini de voir nos amis, on n'a plus ce sentiment d'être contraint de partir. Deuxième chose, et ça c'est très important, en fait l'effet dont on ne s'attendait pas forcément, il va inciter les automobilistes à changer, c'est le mot gratuité. Lorsque c'est gratuit, et qu'on essaye, c'est fou à dire, c'est comme ça, pour le mot gratuité, ça veut un déclic, et véritablement un déclic, changer de comportement. Parce que c'est gratuit, et ben oui, on va y aller, on va faire comme les autres, c'est gratuit, on va en profiter. On va vraiment changer notre comportement, profiter de cette gratuité. Voilà ce qu'on a pu nous sentir à Dunkerque dans la première évaluation qu'on a pu mener. Et enfin, la question liée finalement à la possibilité de calculer les retombées économiques des effets spatiaux, l'environnement de cette mesure. Là, évidemment, c'est un grand enjeu. Et c'est un grand enjeu même pour les économistes. Alors, les économistes aujourd'hui, ils ont encore du mal à travailler sur le calcul de ces externalités positives. Alors, on appelle ça des externalités positives que pourrait donner lieu le transport collectif. Vous avez raison de le dire. Parmi les externalités positives, il y a la santé, il y a l'environnement et tout ce qui est la pollution. Mais il y en a d'autres externalités positives. Il y a le fait que les individus peuvent plus se déplacer pour des personnes en précarité ou en difficulté sociale. Ça leur permet de rompre certains isolements, de pouvoir essayer de retourner vers une activité économique, de trouver un emploi. Ça peut être d'externalité positive sur l'attractivité du centre-ville. Par exemple, à Châteauroux, on a des entreprises qui se sont réimplantées dans le centre-ville parce qu'ils avaient des transports gratuits.
pour leurs salariés. Par exemple, une entreprise qui a une main-d'œuvre composée de femmes, et de femmes, pour beaucoup d'entre elles, qui n'ont pas de permis. Et ben, cette entreprise a fait le choix de se dire que je retourne au centre-ville de Châteauroux pour donner une solution de transport à mes salariés, parce qu'elles n'ont pas le permis, et parce que ça va aussi faciliter le développement de l'entreprise. Voilà et encore, on peut en citer d'autres, mais voilà des enjeux de chiffrement, également, de chiffrage, pardon, pas de chiffrement, excusez-moi, de chiffrage, d'externalités positives qu'on pourrait attribuer à la gratuité des transports collectifs. On reprend une série de questions. Ça va venir, il y en a une là-bas. Voilà. Ah, le micro n'est pas allumé, on va prendre un autre micro. Pour avoir participé à l'action des mouvements de chômeurs dès le début des années 90, c'était une revendication essentielle du mouvement de chômeurs. Pour des tas de raisons, parce qu'ils étaient confrontés déjà aux amendes, pour un certain nombre. Ils se chopaient des amendes ou leurs gosses, avec tout un tas de problèmes d'accès. Alors le problème qu'on avait dès les années 90, c'est qu'on nous disait l'élection sociale, ça dépend des collectivités locales. C'est-à-dire que sur la région Avraise, chaque collectivité donnait des tickets où on ne donnait pas, certains à tarif réduit ou pas, etc., etc. Avant 95, dans cette ville, pour les personnes âgées, pour autant que je sache, c'était gratuit. Bon, ça a été supprimé brutalement pour les personnes âgées, alors que ça remplissait les bus. Bon, il y a eu des tas de mouvements dans cette ville, y compris avec la municipalité de gauche qui était encore au pouvoir. Je me rappelle, c'était Defresne, qui était l'adjoint au maire chargé de transport à l'époque. Il y a eu des tas de problèmes. Il y a eu aussi, il faut se rappeler aussi, que c'était une revendication en 2005 de banlieue. C'est-à-dire que des mômes qui se prenaient des amendes, le comportement des groupes de contrôle était quand même assez violent dans un certain nombre d'endroits. Je me rappelle Place Génère, pour nous au Havre, ou à Cocrioville, il y avait les groupes, ils étaient les baraqués 7 ou 8, et quelquefois avec les CRS, et ils chopaient les jeunes. Ils faisaient descendre tous les mômes. Et c'était le contrôle aux faciès, quelquefois. Et je crois que ça a joué dans un certain nombre de cas en 2005. Il y a eu des comptes qui se sont réglés dans ce cadre-là aussi. C'est-à-dire que socialement, les transports gratuits, nous, au début, on était partis, évidemment, transport gratuit pour les chômeurs. Sauf qu'il y avait déjà les tickets bleus, les tickets verts. Donc, quand vous pointiez vos tickets, vous saviez que c'était un ticket moins cher. Donc, très vite, on a débouché sur le truc universel. À l'époque, vous avez parlé de 15%. Moi, pour les chiffres que je me rappelle, c'était entre 23 et 25% les recettes. Non socialisées. Pour nous, non socialisées, c'était 23 ou 25%. On se disait, arrêtez vos conneries. Entre eux, les services de CCAS qui font les tickets pour les tarifs réduits, les boîtes de contrôle, qui étaient quand même assez hard. Le contrôle, pour autant que je me rappelle, dans un certain nombre d'endroits, était assez violent. C'était quand même, il ne faut pas non plus dire que c'était... Bon, et donc la socialisation, pour nous, elle était acquise. Moi, je me rappelle, une des mesures qu'on a applaudi, c'est aussi les 2 € dans l'ensemble du département. La question. Merci. La question. Et on va y compris reprendre ça, ce débat-là après. Hein, si oui. Suite, parce que ça me semble quand même être quelque chose d'essentiel. Dans ce qui est dit, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Donc pour vous répondre, monsieur, c'est qu'on se rend compte dans les bus et dans les transports collectifs qu'il y a parfois des tensions qui sont importantes et que ces tensions, elles sont souvent liées à des contrôles, pas de la fraude. En fait, la majorité des tensions qu'on trouve dans les transports collectifs et des violences, elles sont liées à la fois à des stigmatisations et puis à des rapports de force. Là, évidemment, avec la gratuité des transports collectifs, on fait le pari de la convivialité dans les transports et donc d'un apaisement des relations sociales. Ça, c'est aussi très difficile à mesurer, même d'un point de vue économique, à chiffrer les gains de ce type de mesures d'un point de vue de la convivialité et finalement du vivre ensemble. Par contre, aussi, ce qui me paraît intéressant dans votre remarque, nous, on a particulièrement travaillé à Dunkerque sur les populations en grande difficulté qui n'utilisaient pas les tarifs sociaux qui leur étaient à disposition. Et ben, je vais vous le dire très franchement, ce sont ces populations qui payent le plus cher les transports collectifs. Pourquoi ? Parce que les salariés, évidemment, ils ont leur abonnement remboursé à 50% par l'employeur. Bon,
Les personnes en grande difficulté qui peuvent utiliser les tarifs sociaux, c'est bien, mais il y en a environ 40% qui ne le font pas pour différentes raisons. Soit les démarches administratives sont compliquées, soit elles ne sont même pas informées, elles n'ont pas l'information. Et donc, elles se retrouvent exclues des tarifs, et lorsqu'elles veulent quand même se déplacer, elles achètent un ticket à l'unité. Et ce ticket à l'unité, il coûte extrêmement cher, finalement, quand on y pense. Suivant les réseaux, d'ailleurs, il coûte plus cher que d'autres villes. Hein. À Lyon, c'est 2 € le ticket quand même. Et donc, on est obligé de prendre son ticket à l'unité et toute sa famille, parce qu'on n'a pas de tarification sociale, qu'on n'a pas demandé, qu'on n'a pas forcément été informé ou qu'on ne l'a pas demandé, alors qu'on pourrait peut-être payer son abonnement 15 € et qu'on prend 5 tickets à 1,80 € ou 2 € pour un déplacement. Vous voyez que finalement, cette la population, elle va vraiment y trouver son compte dans le passage à la gratuité. Et nous, on observe à Dunkerque que c'est un public qui a tout de suite massivement utilisé les transports collectifs. Merci, on continue. Oui, alors ma question est simple. Avez-vous des statistiques en matière de réduction, enfin je pense que ça va dans ce sens-là, au niveau des accidents en milieu urbain, par rapport donc à la gratuité dans les villes où ça a été mis en place? Et on passe le micro sur le rang de devant. Voilà. On continue, encore une question. Parce que moi, je connais l'heure où Maxime doit être libéré, donc je mets un peu la pression. Je vais essayer de... Vers le haut. Moi, j'aurais une question concernant les étudiants et l'impact que la gratuité peut avoir dans leur déplacement. Je sais que, par exemple, au Havre, on avait un gros problème de logement. Est-ce que effectivement le fait que le transport soit gratuit permet effectivement que les étudiants puissent avoir un plus large éventail de logements, puissent s'écarter de l'université, et donc est-ce que ça peut résoudre ce type de problème? Voilà, c'est un petit peu l'impact qu'on peut avoir, hormis bien sûr tout ce qui peut concerner, et je suis bien d'accord, quelles que soient les personnes, le fait d'augmenter le pouvoir d'achat. Mais est-ce que ça a un impact? J'avais pensé aussi à le fait que lorsqu'on a des étudiants qui sont dans une ville, il est important, je pense, qu'ils puissent s'intégrer à la vie sociale de la ville. Et donc, est-ce que ça a un impact aussi sur cet aspect-là? Merci. On y va, Maxime. Oui. Ah non, pardon. Juste une question un peu complémentaire à celle au sujet que vous avez abordé précédemment. En termes d'impact sur le commerce de centre-ville, est-ce que justement, je pense notamment à la ville de Châteauroux qui a déjà une certaine historique de transport gratuit, est-ce qu'on a constaté ou est-ce que vous avez des données sur la fréquentation, la hausse de fréquentation ou le développement du commerce en centre-ville par rapport au fait tout simplement que les gens peuvent accéder beaucoup plus facilement au commerce de proximité? Merci. Et là, Maxime, c'est peut-être la dernière salve de questions. Est-ce qu'il y avait quelqu'un sur... Non, ça va. Puis après, on débat entre nous. Hein. Il n'y aura pas de souci. Oui. Maxime, c'est dernière salve de questions. Donc, tout ce que vous avez à dire, il ne faut pas hésiter. Hein. Alors, je vais faire je vais faire des déçus parce qu'à la première question, là, non, je n'ai pas de réponse. On n'a pas réfléchi à cette question de l'accidentologie pour le moment. Dans les villes qui passaient à la gratuité des transports collectifs. On a plutôt réfléchi pour le moment à des données qui sont liées à des gains de vitesse commerciale pour les bus. Donc les bus peuvent, soviétiques, augmenter leur cadencement, aller plus vite, évidemment, prendre beaucoup de choses, mais on ne sait pas concentré sur l'aspect de l'accidentologie. Mais par contre, c'est très intéressant, ça me donne aussi des idées pour la suite. Voilà, merci. Je vais par contre essayer d'apporter un petit peu plus d'éléments aux autres questions, même si là on risque de décevoir. Parce que concernant la première question sur le public étudiant, ce qu'il faut déjà dire, c'est que pour le moment, les réseaux qui sont passés à la gratuité totale des transports collectifs sont des villes qui n'ont pas une population étudiante très importante. Dunkerque, Châteauroux, Niort, pour les plus grandes villes, on n'a pas une population étudiante extrêmement importante.
Par contre, parmi les villes très avancées qui réfléchissent à la gratuité comme Clermont-Ferrand et Grenoble, là, on va pouvoir travailler spécifiquement sur le public étudiant. Ce qui est sûr, c'est ce qu'on observe deux choses chez les jeunes. Alors déjà, premièrement, Dunkerque, on a observé que les jeunes étaient également un public très friand de gratuité des transports collectifs. Quand je dis les jeunes, c'est plutôt les jeunes de moins de 20 ans. Et après, c'est un nombre encore conséquent, mais qui diminue. Et les moins de 20 ans, vraiment, sollicitent énormément les transports collectifs gratuits, probablement parce qu'ils n'ont pas forcément tout le temps le permis. Mais ce qu'on a observé, c'est que ce public jeune, ça lui permet de se rendre voir des amis, d'augmenter sa capacité à pouvoir avoir des loisirs en centre-ville ou à l'extérieur du centre-ville. Donc l'éloignement des distances, là, effectivement, c'est un complexe sportif qui est desservi en transport collectif et qui se trouve relativement loin. Effectivement, ces jeunes vont se tourner vers le public gratuit. Mais également aussi vers des activités de centre-ville comme le cinéma. Alors, l'activité essentielle du centre-ville pour les jeunes, c'est le McDo. Voilà, c'est ce qui est ressorti des entretiens. Ils vont à McDo, avec ces activités comme une autre. Mais on a effectivement un accroissement des possibilités de mobilité chez les jeunes. Voilà. Ma réponse, du coup, n'est pas forcément spécifique à vos attentes. Et sur la dernière question, là, c'est un vrai enjeu pour Dunkerque de pouvoir mesurer les effets sur le commerce de centre-ville. Alors, à Châteauroux, ils ont quelques éléments, mais qui ne sont pas encore une fois des recherches très approfondies et qui se basent uniquement sur tel commerçant est très content, ou là, on a une entreprise qui s'installe et qui met en œuvre la gratuité. On n'a pas de choses très sérieuses. À Dunkerque, on va essayer d'évaluer de manière très fine comment les usagers réinvestissent l'argent qu'ils économisent dans leur vie, peut-être sur le territoire, quel commerce, peut-être sur le territoire, peut-être ailleurs. Est-ce qu'ils font des économies avec cet argent de l'abonnement économisé, des tickets économisés? On va également mesurer la fréquentation des commerces dans notre... Là encore, avec beaucoup de précautions, parce que est-ce que cette augmentation du commerce, de la fréquentation du commerce, qu'on observe dans quelqu'un, déjà c'est très, une augmentation de la fréquentation des commerces, mais est-ce que c'est lié à la gratuité des transports collectifs le week-end en 2 ans? Est-ce que c'est lié à la reprise de l'activité un peu économique, la croissance de l'économie française, entre guillemets, ces dernières années? Est-ce que c'est lié au fait que Dunkerque a pu avoir une nouvelle visibilité grâce au film Dunkerque, donc de Plane, grâce à la série Varnoir, ou grâce à différentes manifestations? Voilà, c'est très compliqué comme question. Ça dépend de beaucoup de variables. On va essayer d'isoler certaines variables, comme le réinvestissement des économies faites par les usagers dans l'économie locale, où on va également essayer de mesurer, de prendre la parole des commerçants à grande échelle pour savoir si leurs clients leur parlent de cette mesure et leur disent qu'ils arrivent ici grâce à cette mesure chez eux pour faire des courses. Donc on aura quelques données qui vont pouvoir, d'ici le mois de juin, être assez pertinentes sur cette question. Voilà, je finirai par évidemment vous remercier, vous dire que je suis évidemment ouvert à venir au Havre avec plaisir la prochaine fois pour un prochain débat, pour venir discuter avec les personnes qui le souhaitent, en tout cas si vous m'invitez, et que pour les personnes qui ont des questions, vous trouvez les contacts, mail notamment sur Internet, tapez mon nom, vous trouverez les contacts de mon université, donc n'hésitez pas à m'écrire un message pour me demander certaines informations. Je suis à votre disposition. Je vous remercie beaucoup. Merci Maxime, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Voilà, je pense que vous entendez les applaudissements. Merci, puis dans l'attente de se revoir au Havre, à tout moment aussi, c'est une invitation permanente pour travailler sur ce sujet-là. On a bien compris qu'il fallait du temps pour construire ce chemin et peut-être qu'on le construira ensemble, en tout cas au plaisir Maxime, beaucoup. Et nous maintenant on fait un débat à vrai. Merci. Voilà, j'espère que les conditions